Le coup d'État serait-il consommé en Guinée-Conakry? Des forces spéciales affirment tenir la capitale et revendiquent l'arrestation du président Alpha Condé. Dans un message à la radio et à la télévision, le colonel Mamadi Doumbouya annonce la dissolution des institutions, la suspension de la Constitution ainsi que la création d'un comité national pour le redressement et le développement. Actualité à suivre en ouverture d'édition. De nouveaux adhérents dans les rangs du MPP, le parti serait pour eux celui qui répond au mieux à leurs aspirations et attentes. À Zignaré, dans le plateau central, ils ont été accueillis par les premiers responsables du bureau politique national. Images et commentaires à suivre. Une insalubrité criarde à la gare routière de Boromo, plaque tournante dans le domaine des transports routiers et lieu de transit pour plusieurs destinations. L'infrastructure présente aujourd'hui un visage méconnaissable. Des efforts, le comité de gestion en fait, mais cela reste insuffisant. Constat dans une poignée de minutes. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Des tirs nourris entendus tôt ce matin dans la presqu'île de Kaloum aux abords du palais présidentiel en Conakry. Il est fait cas d'un coup d'État porté par le colonel Mamadi Doumbouya. À la tête des forces spéciales de l'armée guinéenne, il a livré un message à la radio-télévision nationale. Il y annonce l'arrestation du président Condé, la dissolution des institutions, la suspension de la Constitution et la création d'un comité national pour le redressement et le développement. Ces militaires ont-ils renversé le président guinéen? Ce dimanche, le colonel Mamadi Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales, affirme dans cette vidéo diffusée uniquement sur les réseaux sociaux détenir Alpha Condé et suspendre la Constitution. Quelques heures plus tard, Mamadi Doumbouya confirme ses propos au micro de France 24 à Conakry. Le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin. Il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Dans l'après-midi, un porte-parole des forces spéciales s'est exprimé à la télévision guinéenne et a confirmé lui aussi ses propos. Enfin, dans une autre vidéo que nous choisissons de ne pas diffuser et qui a circulé toujours sur les réseaux sociaux guinéens, Alpha Condé est en chemise et jean. Il est assis dans un canapé à côté d'au moins un militaire. Ces images, elles, datent du 15 décembre dernier. Alpha Condé est investi pour un 3e mandat successif, mais son élection est contestée à la fois par l'opposition et par d'anciens camarades de lutte. L'année dernière, la constitution guinéenne a été changée après un référendum, maintenant la limite de 2 mandats présidentiels. Mais Alpha Condé a considéré que son adoption remettait les compteurs à zéro, lui permettant de se présenter. L'aventure politique d'Alpha Condé, un véritable parcours de combattant, 4 décennies de lutte au sein du mouvement des étudiants à Paris, opposant de tout temps au président Sékou Touré, prisonnier politique pendant 3 ans. C'est finalement en 2010 que l'homme accède au pouvoir. S'ensuit un 2e mandat en 2015, puis un 3e contesté en 2020. Alpha Condé exerce le coup de force par une modification de la Constitution. Alpha Condé, c'est d'abord le parcours d'un opposant forgé au cours de ses 4 décennies à Paris. À la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, il milite contre la dictature de Sékou Touré. Son engagement lui vaudra une condamnation à mort par contumace. Ce n'est qu'en 1991 qu'Alpha Condé rentre au pays. Et il est arrêté en 1998, au lendemain de la présidentielle. Il passera 3 ans en prison. Alpha Condé se servira d'ailleurs de cette période derrière les barreaux pour cultiver l'image d'un Mandela de la Guinée. Je me bats pour la démocratie et le développement en Guinée. Donc tant qu'on n'aura pas amené le bonheur au peuple de Guinée, je ne peux pas arrêter mon combat. Un combat qu'il mène dans les urnes en 2010, année de la première présidentielle jugée libre depuis l'indépendance. Face à lui, son principal adversaire se nomme déjà Cellou Dalein Diallo. Ce dernier compte 26 points d'avance à l'issue du premier tour, mais Alpha Condé réalise une improbable remontée. Avec 53% des suffrages, il accède à la fonction suprême. Malgré des soupçons de fraude et les violences ayant émaillé les 4 mois houleux de l'entre-deux tours, le nouveau chef de l'État incarne l'espoir d'une Guinée enfin démocratique, sous l'œil bienveillant de la communauté internationale.
Alpha Condé, un homme de réseau qui peut compter sur le soutien d'amis de longue date, notamment dans la gauche française avec Bernard Kouchner, un temps ministre des Affaires étrangères. L'homme d'affaires Vincent Bolloré ou encore le juriste Albert Bourgi, ici à gauche du président, font aussi partie du cercle des proches. Réélu en 2015 pour un deuxième mandat, au terme d'une élection encore contestée. La colère gronde dans une partie de la population. La Guinée vit au rythme des manifestations parfois réprimées. La volonté d'un nouveau mandat pour Condé se profile. Le président profite d'un déplacement à New York en septembre 2019 pour lancer son nouveau combat. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. La feuille de route est tracée. Réforme constitutionnelle adoptée par référendum en mars 2020, candidature pour un troisième mandat et victoire, malgré les dénonciations d'irrégularités massives. Les semaines et mois qui suivent, fin 2020 et 2021, seront marqués par des arrestations d'opposants et de journalistes, la détention pour qui s'exprime trop fort. L'opposition parle de dérive liberticide. Pour elle, Alpha Condé visait une présidence à vie, comme ses prédécesseurs Sékou Touré et Lansana Conté. La situation en Guinée que nous suivrons et sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour au Burkina avec du sang neuf dans les rangs du parti majoritaire. De nouveaux adhérents ont intégré la grande famille MPP. Ils ont été reçus à Zignaré dans le plateau central par les premiers responsables du parti, Souleymane Sanou et Nyarkiteda. L'hymne du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, retentit sur ce terrain de Zignaré pour recevoir de nouveaux membres. Plus de 1500, essentiellement issus de la commune de Nagréongo, sonnent ici la mobilisation pour dire dorénavant oui aux idéaux du MPP. À leur tête, Noé Nana qui s'engage d'ailleurs pour la première fois en politique. Je suis engagé pour le parti MPP parce que je vais apporter ma pierre à l'édification de notre commune, de notre très chère commune, Nagréongo. Et c'est un parti qui a beaucoup d'idées, c'est un parti qui a fait ses preuves et que l'avenir pour ce parti-là, avec leur ambition et leur engagement, ça peut promettre, ça promet. Cet engagement est la consécration d'un travail de fond de la section provinciale après ses résultats peu satisfaisants de novembre dernier. On était découragés, on a fait un temps mort pour amortir le choc et on s'est dit il faut redynamiser la province, il faut élargir les militants, il faut remobiliser la troupe. Et c'est cette action-là qui a donné le résultat ce soir. Rien de tel aux yeux des premiers responsables du MPP pour qui l'acte constitue une démonstration de force dans une commune où le maire est issu du parti au pouvoir et lui tourne finalement le dos aux dernières consultations électorales. C'est une très grande joie. À l'orée des consultations à venir, nous pensons que c'est une grosse aubaine qui signifie seulement que le MPP se porte bien et continue à se porter bien. Vous avez vu également l'ensemble des chefs coutumiers, des grands chefs qui sont venus pour être témoins de cette adhésion massive des militants de Nagréongo, des gens de Nagréongo au MPP. Ça fait chaud au cœur. Devant des témoins, des chefs coutumiers, des leaders politiques au plan national, régional, provincial et communal, ces 1500 nouveaux membres ont pris l'engagement d'arborer fièrement désormais la couleur orange, symbole du MPP. S'inscrit également dans la dynamique d'adhésion au MPP, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Une résolution adoptée cet après-midi au cours du deuxième congrès extraordinaire du parti. C'est aussi Zignaré qui a servi de cadre au plaidoyer des jeunes et femmes pour une éducation de qualité et une place dans la sphère décisionnelle. Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. C'est le deuxième congrès extraordinaire et certainement le dernier de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir. Après 7 ans de combat politique, le parti opte de s'auto-dissoudre et d'intégrer désormais la grande famille MPP. L'enjeu, fédérer les forces pour un Burkina plus fort face aux défis sécuritaires et socio-économiques de l'heure. Ce deuxième congrès extraordinaire était justement dans l'optique
de voir dans quelle mesure nous pouvons fédérer nos forces pour pouvoir être plus efficaces sur le terrain et développer également des actions qui peuvent permettre aux camarades de pouvoir mieux contribuer à l'animation de la vie politique du Burkina Faso. Et c'est dans cette optique-là qu'au sortir de ces échanges, nous avons tous été en phase sur la nécessité d'aller à une fusion-dissolution du parti avec le mouvement du peuple pour le progrès. Et à l'issue de cette fusion-là, naturellement, le parti n'existera plus. Cette résolution de dissolution-fusion est accueillie à bras ouverts par le MPP qui voit ses rangs se renforcer. Ils sont à féliciter parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, vous avez une centaine de partis. Et je ne suis pas certain que nous avons 100 programmes, une centaine de programmes pour le développement économique et social de notre pays. Donc le regroupement en grand ensemble de partis politiques vont peut-être apporter plus à notre pays que l'émiettement des forces politiques d'une manière générale. Pour nous, nous sommes heureux et nous félicitons nos camarades. Au-delà des conquêtes politiques, l'Agir dit avoir œuvré sous le leadership de son président fondateur Adama Kanazoué à la formation, à l'autonomisation et à l'employabilité des jeunes et des femmes. Mieux, cette dynamique va davantage se renforcer à la faveur de cette fusion qui n'est rien d'autre qu'un repositionnement des idéaux selon les animateurs du parti. Mieux faire connaître les missions du Parlement, c'est à cet exercice que se sont livrés les députés élus sous la bannière de l'UNIR-PS face à leurs militants de la région de l'Est. Une action portée également par le devoir de redevabilité avec un bilan des actions menées. L'aubaine est saisie par les militants pour demander à leurs représentants d'être le porte-voix de la région à l'hémicycle. La rencontre de ce 3 septembre avec Aruna Kaboré et Aruna Marie. Les élus nationaux de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, rendent compte à Fatangourma aux militants et sympathisants de leur parti. La marche du Parlement burkinabé, la contribution du parti aux travaux de l'Assemblée nationale, ce sont là quelques points abordés par ces députés du parti pour éclairer la base sur leur mission régalienne qui concerne également le contrôle de l'action gouvernementale. Des gens nous ont élus, il faut qu'on aille leur rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous projetons de faire pour eux d'ici les 5 années à venir. Et moi, je suis particulièrement satisfaite du fait que la mobilisation au niveau de l'UNIR-PS, en tout cas, se concrétise et que nous allons nous battre pour qu'aux élections municipales, nous puissions en tout cas tirer nos marrons du feu. Une tribune de redevabilité saisie par la base pour exprimer quelques préoccupations à leurs députés. Les attentes exposées portent notamment sur la question sécuritaire et l'essor économique du Goulomou. Le premier point, c'est l'insécurité grandissante à l'Est. Les militants ont demandé qu'elle n'a qu'à peser de tout son poids pour demander au gouvernement burkinabé d'avoir un regard sur la région de l'Est. Parce que les déplacés internes souhaitent regagner leur domicile. Il y a d'autres points qui ont été soulevés par les militants, c'est effectivement l'état de la voie. Gungen Fada. Ensuite, il y a également le CHR de Fada. Cette concertation se tient dans une démarche globale de redevabilité des élus nationaux. Le parti s'engage à porter ses doléances à un niveau plus haut afin de permettre aux gouvernants d'être toujours en phase avec les gouvernés. Une commémoration sous une piqûre de rappel, la reconstitution de la Haute-Volta, repère pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation. C'est le thème développé par le mouvement endogène au cours d'un panel qui a permis de revivre le contexte historique et symbolique de l'acte posé en 1947. Les détails avec Nongba Kouda et Foussé Nikindo. Une journée de panel, c'est ce que nous avons vécu ce 4 septembre avec le mouvement endogène. D'abord un premier panel sur les efforts de construction d'un État-nation au Burkina Faso et sur une connaissance très à propos du vivre ensemble dans notre pays. À cette réflexion, les panélistes, le professeur Jean-Marc Palme, historien-chercheur, et Basile Guissou, sociologue, se sont interrogés sur les débuts de la volonté des Voltaïques à se penser un destin commun en insistant auprès du colonisateur pour la reconstitution de leur colonie. Nous avons le bon cap.
Maintenant, il faut consolider ce cap-là. Et pour ça, il faut cultiver le vivre ensemble. Il y a deux aspects, tels que par exemple la bonne gouvernance, l'exercice effectif de la démocratie, le rejet de la politique d'affection, pour qu'une politique de compétence et de mérite. Pour le second panel, les animateurs sont allés un peu plus loin en replaçant le renouveau du Burkina Faso dans une perspective d'endogénéité et en insistant sur la réflexion de le sortir de la crise actuelle. C'est ce qu'on tente de faire, en montrant clairement qu'on doit aller au-delà des concepts pour pouvoir avancer. Et au-delà des concepts, c'est de prendre des actions concrètes. Aujourd'hui, quand on convoque l'histoire, on vous a montré que ça n'a pas été un fleuve calme. Ça a été à un moment donné des gens qui y croyaient, donc qui ne veulent pas pour des intérêts personnels, mais qui à un moment donné on a bravé tout. L'exemple typique, c'est la rencontre donc de Mogo Naba au chef de Yatenga, où la tradition indique clairement qu'il ne doit pas se boire de l'œil. C'est interdit quand il se voit, il y a un qui va mourir. Mais pour reconstruire la haute volta, le Mogo Naba dans son temps effectivement s'est déplacé jusqu'au Yatenga pour aller voir quitte à ce qu'il meure. Ces deux panels ont été fort riches et n'ont pas manqué de susciter des interrogations et des questions qui ont permis de comprendre davantage la nécessité pour les citoyens burkinabés d'aujourd'hui d'inscrire désormais cette date du 4 septembre comme essentielle pour le vivre ensemble ici au Faso. Les écoles privées de santé doivent désormais se conformer au cahier de charge des institutions privées d'enseignement. Une décision du ministère de la Santé qui inquiète les acteurs du privé. Elle est jugée brusque et lourde de conséquences de l'avis de l'Union nationale des écoles privées de santé. L'Union était face à la presse ce 5 septembre. Les développements avec Alidou Badini et ses cousins. Les écoles privées de santé qui ne respectent pas les dispositions du cahier de charge ne pourront pas recruter de nouveaux élèves dans les filières licences en sciences infirmières et obstétricales pour le compte de la rentrée 2021-2022. L'information émane du secrétariat général du ministère de la Santé et datée du 10 juin 2021. Une décision qui ne rencontre pas l'assentiment des promoteurs des écoles privées de santé réunis autour de l'Union nationale des écoles privées de santé du Burkina. Face à la presse, l'Union lance son cri de cœur et demande surtout l'accompagnement des autorités burkinabées. Les écoles, malheureusement, ont reçu l'information le 14 juin. Une lettre qui est certainement sortie avant, le 14 juin. Et je ne sais pas s'il y a eu rétention, mais toujours est-il que nous saluons la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous saluons également la démarche du ministère de la Santé. Voilà. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est à 2 semaines de la clôture des dépôts de dossiers que les écoles privées de santé ont été informés. Un délai jugé trop court par les conférenciers qui réclament par ailleurs une année transitoire afin de se conformer au cahier de charge des institutions privées d'enseignement supérieur. Quand les sapeurs sont arrivés, ils ont dit il faut que le mur soit clôturé, il faut qu'il y ait une grande porte par là, il faut que l'administration soit séparée de l'école, il faut. On demande qu'il y ait un professeur de rang A pour chapeauter l'établissement 1. Les médecins qui enseignaient ici, là, non, ils ne peuvent plus enseigner. Dans cette révolution, j'allais dire, de mise en ordre là, qu'on nous accompagne. Cette conférence de presse se tient en marge de l'Assemblée générale de l'Union nationale des écoles privées de santé du Burkina. Tout en reconnaissant la nécessité d'assainir le milieu de l'enseignement, les conférenciers demandent de la flexibilité du ministère pour leur permettre d'apporter leur contribution dans la formation du personnel de santé. Dans un autre registre, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique mobilise ses membres pour un séminaire de formation. À travers cette activité, le CERFI veut susciter l'émergence d'une élite intellectuelle musulmane au sein des acteurs de l'éducation. L'ouverture des travaux ce 5 septembre à Manga avec Roger Kam et Draman Dadian.
l'avenir de notre cher pays. Enseignants et éducateurs, ils sont tous musulmans, membres du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, venu des 13 régions du pays pour ce séminaire qui allie spiritualité et sécurité. Ils ont obligation de faire connaître le vrai visage de l'islam. Pour lutter contre cette insécurité, il faut de l'éducation. Il faut que nous puissions contrer cette idéologie morbide-là par une idéologie islamique claire de juste milieu qui puisse donc apporter les enfants ou les jeunes, les musulmans de façon générale et les Burkinabés à lutter contre cette insécurité, ce terrorisme-là. Tous le savent, sécurité et développement vont de pair. Le chef du département des ressources animales se propose alors de leur présenter les opportunités d'entreprendre en élevage. Pour dire que ce thème choisi par le CERFI est un thème d'actualité et contribue avec le gouvernement à la réflexion globale de comment en tout cas éduquer et former dans un contexte d'insécurité. C'était une opportunité également pour notre département en tant que ministère des Ressources animales et pour montrer l'importance de l'élevage, la contribution de l'élevage au niveau de l'économie et à la résorption de l'emploi. Ces séminaristes auront 3 jours d'échange sur l'éducation pour la paix. Le CERFI les exhorte alors à davantage contribuer à la promotion de l'islam, au développement social et économique du pays par le développement du capital humain. Des ambassadeurs pour la paix et une contribution à la prise en charge des familles des forces de défense et volontaires tombés sur le champ d'honneur, un thème et une cérémonie de distinction honorifique pour reconnaître et récompenser le mérite des acteurs œuvrant pour la promotion du vivre ensemble. Compte rendu signé Nongba Kouda et bienvenue Tonsa. Attestations et trophées décernés à ces personnalités considérées comme des hommes et des femmes de paix. Ils sont une trentaine de personnes dont le mérite est reconnu par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP. Je dirais que les mots nous manquent beaucoup. Au nom de la confrérie des Dozo sans frontières, par ma voix, nous disons merci. Merci, pourquoi? Parce que quand on parle vraiment de la paix, ce n'est réellement pas un mot. C'est un comportement. Pour le président du MEPAP, cette distinction vise à reconnaître et à récompenser les acteurs œuvrant pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le cardinal Philippe Ouedraogo, co-parrain de la cérémonie, s'est dit heureux et fier d'accompagner cette initiative qu'il trouve salutaire. Nous avons été sollicités, cooptés comme co-parrains. C'est à ce titre que j'ai fait l'effort d'être là, parce que c'est un effort louable en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de notre vivre ensemble. Au fil du temps de notre existence, nous avons compris qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent nuit et jour pour l'amour de ce pays, ou bien pour la cohésion sociale, ou encore pour le vivre ensemble, ou encore plus pour réveiller le patriotisme au Burkina Faso, surtout que nous sommes affrontés et confrontés encore par l'idée terroriste qui fait des milliers de victimes et plus d'1 million de déplacés internes. Autre temps fort de cette cérémonie dédiée aux hommes et femmes de paix, une collecte de fonds et de vivres pour soutenir les familles des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés sous le champ d'honneur. Nous en venons au dossier de cette édition, l'insalubrité constatée à la gare routière de Boromo, une infrastructure située à mi-chemin entre 2 grandes villes, mais qui est aussi une plaque tournante pour le transport routier. Sa survie est aujourd'hui menacée par les ordures, une situation très prononcée et qui a nécessité l'implication du comité de gestion de la mairie et celle d'associations féminines. Suivons plutôt ce dossier proposé par Naba Ida Dabiré et Dramanso. La gare routière de Boromo est la vitrine du transport dans la boucle du Moun. Cette infrastructure de transport de personnes a mal à son assainissement. Les déchets attirent les vautours et autres rapaces. Nous voyons vraiment la dégradation avec les stagnations d'eau partout. Et nous pouvons dire que vraiment ce n'est pas aussi intéressant. Parce que nous avons des étrangers qui sont de passage et à vue d'eux comme ça, ce n'est pas encourageant. Bon, la propriété est importante parce que ça y va de la santé même de la population qui fréquente la gare. Et les vendeurs, les passagers, les occupants, tout le monde nous touche.
La gare routière de Boromo rapporte au budget communal environ 25 millions de francs CFA. La mairie a donc mis les associations féminines à contribution pour nettoyer ces lieux. 140 personnes. Si nous ne ramassons pas les ordures, c'est la réputation des femmes de Boromo qui est en jeu. C'est pourquoi, ensemble, on vient nettoyer les lieux. Le maire nous donne en retour 100 000 francs CFA chaque mois. Pratiquement à 60% des déchets, c'est des sachets plastiques. Donc quand les gars arrivent, ils descendent des cas, il a fini de manger la banane ou il a fini de manger son gâteau, il sort, il balance. Après, il rentre dans le cas, ainsi de suite. Nous, on est submergé des déchets. Ce désordre au sein de la gare menace l'essor des activités de transport à cette escale des voyageurs en route pour Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Il y a une désorganisation des activités, ce qui est à l'origine de cette insalubrité. Voilà, donc le conseil municipal entend réorganiser les activités au sein de la gare. Et cette désorganisation contraint certaines sociétés de transport à désacter notre gare routière. Même si aucun délai n'est fixé, la mairie de Boromo envisage un plan de gestion des déchets en collaboration avec les compagnies de transport pour assainir cette gare qui est ouverte depuis 2005. À Bobo-Dioulasso, l'association des jeunes pour le développement milite pour l'implication des jeunes et des femmes dans les prises de décision. Le projet se nomme Citizen Power et il est officiellement lancé ce 4 septembre. On en sait un peu plus avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Renforcer le dialogue intergénérationnel pour prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes dans les projets et programmes de développement. C'est le défi que compte relever le projet Citizen Power ou pouvoir des citoyens. Un projet déterminé à apporter sa pierre pour un développement harmonieux en phase avec les aspirations des jeunes qui constituent plus de 50% de la population burkinabé. Lorsque vous avez un pays où vous avez entre 0 et 35 ans, 78% de la population qui est dans cette frange-là, c'est évident que les 20-30% qui restent ne peuvent pas à eux seuls porter les défis qui sont là. C'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est la force motrice du développement et qui est qualifiée par l'Union africaine comme étant la plus importante ressource dont dispose le continent africain, ne peut être mise en marche du développement au niveau national. Et participer au développement national, c'est non seulement être actif sur le chantier, donc les chantiers de développement, mais c'est aussi participer à la décision stratégique qui oriente le développement. Une vision partagée par les autorités régionales des Hauts-Bassins, contentes d'accueillir le projet dans leur localité. Alors nous ne pouvons que vraiment nous réjouir et aussi les remercier d'avoir pu effectivement choisir notre région pour être parmi les régions pilotes des différentes actions qu'ils veulent mener pour le développement non seulement des jeunes, mais aussi effectivement des femmes de notre pays. Le projet Citizen Power est porté par l'Association des jeunes pour le développement durable AJDD, une association créée en 2009 et présente dans 6 régions du Burkina. Plus de 50 ans de transmission de savoir pour l'école primaire publique de Goncé. Un jubilé d'or organisé en signe de reconnaissance par les anciens bénéficiaires du savoir, évalué à plus de 2500. L'ambiance à la cérémonie de ce 4 septembre avec Aras Manezoundi et bienvenue Tonsa. L'école primaire publique de Goncé dans la commune de Samba, un demi-siècle d'existence. De son ouverture en 1970 à nos jours, au moins 80 enseignants ont dispensé leur savoir dans cet établissement au profit de plus de 2500 élèves. À ce jubilé d'or, de nombreux élèves issus des toutes premières promotions, aujourd'hui acteurs de développement, sont venus rendre hommage à tous ceux qui jusqu'ici animent la vie de l'école. C'est un honneur aussi pour nous de magnifier les anciens enseignants. Parce qu'à notre temps, c'était vraiment des papas et des mamans pour nous. Et je me rappelle que je tenais la tête de la classe et quand je suis 2e ou 3e, mon enseignant m'appelait pour me dire qu'est-ce qui se passe. Et quand on te dit cela, ça t'engage encore, ça te galvanise. Il fallait s'arrêter un instant pour rendre hommage à ces anciens maîtres-là, à nos anciens, à nos parents et même l'administration publique
et bien sûr les partenaires qui ont beaucoup accompagné cette école. La reconnaissance de la communauté éducative est traduite par le ministre de l'Éducation nationale. Au-delà des encouragements, Stanislas Waro interpelle élèves et personnel administratif à plus d'engagement dans la discipline pour les uns et dans la conscience professionnelle pour les autres. Et 50 ans, c'est un âge donc de maturité et qui nous amène à réfléchir sur notre système éducatif, sur son devenir, sur les perspectives et surtout appeler les Burkinabés à davantage de contributions pour le développement de notre système éducatif. En plus des mots, des distinctions honorifiques pour ces anciens directeurs et enseignants et des récompenses pour les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021, suivi de la remise du flambeau du centenaire de l'école primaire publique de Goncy à la jeune génération. 9e soirée podium du CITA avec le styliste modéliste Modeste Korogo. Des soirées pour magnifier le savoir-faire et la créativité des acteurs de la mode. Les soirées podium débutées le 3 juin se tiennent en prélude à la 7e édition du CITA qui va se dérouler du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. Bienvenue dans ça. Modeste Korogo alias Moses Korogo avec sa collection Ma Passion sur le podium du Salon international du textile africain Acte 9. Des tuniques pour hommes, des robes pour dames confectionnées à base de façon d'Anfani et Cocodonda. En présence des femmes parlementaires marraines de cette 9e soirée, Moses Korogo montre ici son savoir-faire à travers le textile. Je trouve que c'est une très belle initiative qui met en valeur les stylistes et nos braves mamans, les artisans aussi. La passion d'abord, c'est sur le travail. Je suis passionné de mode, je suis passionné de belles tenues, je suis passionné du façon d'Anfani. Voilà, donc c'est un aubaine pour moi de pouvoir valoriser cette matière première locale que nous avons. Nous avons également à travers notre réseau et comme souci et préoccupation d'autonomisation de la femme, et nous faisons des plaidoyers dans ce sens. Et tout ce qui touche la femme, tout ce qui touche les producteurs, et surtout, et dans le cadre du CITA, c'est une activité tellement noble que nous, en tant que députés, représentants du peuple, nous ne pouvons qu'accompagner. Valoriser la créativité des stylistes modélistes burkinabés, tel est l'objectif de cette initiative Soirée Podium CITA, débutée le 3 juin dernier. Ces soirées entrent dans le cadre des préparatifs de la 7e édition du Salon international du textile africain qui va se tenir du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. En sport, les étalons du Burkina seront bientôt face au Fennec d'Algérie. Ce sera le choc de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. À 48 heures de la rencontre, Kamou Malo et ses hommes peaufinent leur stratégie pour surprendre les champions d'Afrique invincibles depuis 28 matchs. Comme à l'accoutumée, c'est par une séance de prière que les étalons ont commencé leur entraînement de ce samedi. Auréolé par la victoire de la première journée contre le MENA du Niger, c'est une équipe des étalons décomplexés qui va aborder la rencontre contre les Fennecs d'Algérie. Les enfants sont détendus. Je vous avais dit tantôt que nous ne mettons pas une pression supplémentaire parce que c'est l'Algérie, au contraire, c'est excitant pour ces garçons de se mesurer peut-être plus fort que sur le papier, je dis bien. Parce que le ballon, il est rond pour tout ça, tout le monde, je le dis. Et puis la vérité du football, c'est sur le terrain. Depuis 2014, les deux équipes totalisent chacune autant de victoires que de défaites. Une motivation supplémentaire pour le groupe Malo. On est conscient que nous ne partons pas dans cette confrontation en tant que favoris. Alors nous avons nos armes. Nous voulons, je vous répète, nous voulons effectivement être à la Coupe du Monde. Ça passe nécessairement par un bon match. Ce ne sont ni l'armada offensif des Algériens, encore moins les 28 matchs sans défaite qui feront douter les étalons. Nous savons que personne ne parie sur nous. Alors ça nous permet en tout cas d'aborder ce match avec beaucoup de contraction. Et j'ai dit aux jeunes, pas de pression supplémentaire. Nous ne devons rien lâcher, mais nous ne devons pas non plus être excités parce que c'est simplement l'Algérie. Pour le capitaine Dayou, la victoire du premier match est déjà oubliée.
et tout le monde est focalisé sur le match à venir. Le match de l'Algérie, on va l'aborder comme les autres matchs. On est tous conscients et c'est un gros match et voilà, on est fiers de nous. Il reste un match qu'on doit bien gérer et voilà, donc je pense que c'est le football, c'est à jouer et nous on sait aussi qu'on va donner tout pour le tout pour pouvoir sortir ici avec la victoire. Étalon du Burkina Fenech d'Algérie, c'est ce 7 septembre à 19h sur le grand stade de Marrakech. Voilà, bon courage donc à nos représentants. Et c'est tout pour cette édition, le 20h de la semaine, piloté de main de maître par Moussa Sano et ses équipes, à qui justement nous disons un grand merci. Merci également aux équipes rédactionnelles. On se retrouve très bientôt sur la RTV. Bonsoir.